messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission. Ça se passe chez vous, comme vous savez, ce qui se passe chez vous. Ça nous intéresse. C'est pour ça qu'on a des invités dans le cadre de cette émission, afin de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre belle région. Cette semaine, on reçoit Mme Françoise Roy, chargée de projet. Je vais regarder mon petit papier parce qu'effectivement, il y en a long à dire. Donc, chargée de projet à l'entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la capitale nationale. Bien le bonjour. Bonjour. Je ne me suis pas trompé? C'était parfait. C'était parfait. Oui. Bon, on va parler de quoi, là? On va parler de ce que c'est cette entente-là, les origines de l'entente, les partenaires, le plan d'action, les objectifs et des réalisations concrètes, et ce qui va venir aussi là, pour la quatrième entente qui débute incessamment. Quatrième entente. On Oui. n'en est pas à la première, on en est à Non. la quatrième. OK. Diana Mire, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes effectivement en charge de l'urbanisme et du patrimoine à la ville de Baie-Saint-Paul. Vous êtes la directrice de ça. Oui. Bon, puis on va parler de quoi, là? Bon. Urbanisme, patrimoine... Bien, ça touche tout ça. On va parler de la protection du ciel étoilé, donc. La protection du ciel étoilé. Oui. Oh, on le voit de moins en moins, lui, je pense. Hein? On le voit de moins en moins. Bon, OK. Et Pierre Beauchesne, bonjour. Bonjour, Herman. Pierre, là, tu es chargé aux communications au DSI. Après ça? On va savoir c'est quoi tantôt Oui. le DSI. Puis responsable aussi du site web charlevoixsocial.ca. Un répertoire intéressant avec l'ensemble donc des coordonnées pour rejoindre les gens du domaine social dans Charlevoix. Donc, c'est ce qui se passe, c'est sur le grand territoire. Effectivement. C'est pas juste MRC, c'est le grand C'est territoire. sur l'ensemble, oui, même à Côte-de-Beaupré aussi. À Côte-de-Beaupré aussi. Bon, on en couvre large, c'est correct, ça. Effectivement. Super. On va avoir l'occasion d'y revenir. Alors, Françoise, on parle effectivement de concertation auprès des paysages de la capitale nationale. C'est gros, c'est vaste, tout ça. Oui, c'est un gros mandat, mais on le prend un jour à la fois. OK. En fait, je vais revenir aux origines de pourquoi on en est à une quatrième entente aujourd'hui. Ça a commencé... Ça fait déjà longtemps, en fait, 2005, un groupe dans la région de Charlevoix, plus des gens de la Côte-de-Beaupré, sont allés en mission dans le Vermont pour voir comment on s'y prenait là-bas. Parce qu'ils étaient plus avancés que nous. Disons qu'ils ont des outils législatifs différents de ce qu'on a et OK. qui étaient très inspirants. Donc, les gens sont revenus de ce voyage-là en se disant c'est aussi beau ici que là-bas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et même souvent plus beau que là-bas. Mais bon, Différents points de vue. c'est aussi beau. Et donc, c'est mis sur pied un premier comité de travail, ensuite la création de la table de concertation sur les paysages de Charlevoix, de Charlevoix-Est et de la Côte-de-Beaupré. Et après plusieurs années là, de rencontres, les gens du milieu sont allés frapper à la porte de la CRI, de la capitale nationale. Qui était un ancien comité qui n'existe plus aujourd'hui. Exactement. Les CRI sont disparus. Là. C'était la conférence régionale des élus pour OK. pouvoir créer une entente spécifique sur les paysages. OK. Donc, on remonte à 2008. Et donc, c'était la première entente. Là, on est rendu à la quatrième entente à partir du 1er avril 2019, ce qui veut dire qu'on a cheminé à travers le temps. Là, dans le fond, les partenaires, les gens du milieu se sont dit c'est important de s'en occuper des paysages. On ne peut pas laisser ça aller. Surtout que pour une région, capitale nationale, j'inclus Charlevoix, Ouais. par le fait même, je pense qu'il y a Port-Neuf là-dedans aussi, j'imagine. Oui. Alors, on est quand même une zone reconnue pour son environnement, sa beauté et ses paysages. Absolument, absolument. Quand les gens, par exemple, viennent dans Charlevoix, la première motivation, ce sont les paysages, pour voir puis admirer des paysages. Et en fait, le territoire qui est couvert là, par l'entente comprend 5 MRC. Il y a celle de Charlevoix-Est, celle de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans et Port-Neuf. Donc ça, c'est le beaucoup de monde autour de la territoire. table, Il y a ça? du monde autour de la table. Il doit y avoir des petits conflits là-dedans, je suis la couverte de mon bord ou pas? Non, il n'y a pas... Non, c'est la bonne entente? Bien, c'est-à-dire qu'il y a des démarches qui sont différentes là, dans chacune des régions. Puis il y a aussi des partenaires autres que les MRC qui en font partie. Il y a Tourisme Charlevoix qui est là depuis le début. Et il y a la communauté métropolitaine de Québec, donc qui couvre une partie de ce territoire-là. Et on a des partenaires ministériels qui sont le secrétariat de la capitale nationale, le ministère de la Culture et des Communications et le ministère des Transports du Québec. OK. Eux autres fournissent l'argent. Tout le monde fournit de l'argent. Tout le monde fournit de l'argent. OK. Et la beauté de la chose, c'est que les gens y croient, ils sont prêts à réinvestir. Et pour la quatrième entente, les 5 MRC ont doublé. En fait, ils ont augmenté de 50 leur contribution. Donc, c'est énorme. Tourisme Charlevoix a augmenté aussi, ce qui fait que là, on a plus d'argent pour réaliser des projets.
Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Les projets, là, on détermine ça comment? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui n'est pas intéressant? Ouais, c'est ça. Vers quoi on s'oriente? D'abord, l'ensemble des partenaires se sont dotés là, d'un plan d'action. Donc, il y a un consensus pour le plan d'action pour l'ensemble de la capitale nationale. Et dans ce plan d'action-là, il y a 4 objectifs. Il y en a un d'animation du milieu. Donc, soutenir, par exemple, la table de concertation là, qui couvre les 2 Charlevoix, Côte-de-Beaupré, animer les rencontres et tout ça. Il y en a un de sensibilisation, un de formation et un de soutien au milieu. Là, ici, aujourd'hui, vous êtes là, on vous accueille à cette émission-là. On est dans la sensibilisation, là? Oui, exactement. Ouais. Absolument, exactement. Le travail avec les médias régionaux, effectivement, est très important. Là, puis on a une très bonne collaboration pour parler des projets. Paysage là, avec les médias régionaux. Ça veut dire aussi un réseau de veille, ça veut dire un site Internet, une infolettre, des outils de communication à notre portée pour diffuser l'information. Okay. En termes d'animation, je le mentionnais, là, il y a des démarches locales. Donc, les besoins, par exemple, dans Charlevoix, ne sont pas les mêmes que dans Portneuf. Et donc, les projets peuvent être différents aussi d'une MRC ou d'une municipalité à l'autre. Est-ce qu'une ville comme Québec, parce qu'on parle de la capitale nationale, son paysage est différent parce qu'il est beaucoup plus urbain que nous en région? Absolument. Et donc, la Ville de Québec n'adhère pas à l'entente. La communauté métropolitaine inclut la Ville de Québec. Okay. Mais les enjeux paysagers ne sont pas les mêmes. Et au pourtour de Québec, il y a plus d'enjeux qui se ressemblent. On est un petit peu éloigné, on est assez proche, on a des noyaux villageois, on a des villes, on a des terres agricoles, la forêt, etc., la villégiature. Alors qu'à Québec, de toute façon, il y a des outils aussi là, pour mettre en valeur les paysages. Là, les beaux paysages, quand tu arrives sur le fleuve, c'est le château Frontenac. Ça fait partie du paysage urbain, c'est ce qu'on appelle ça? C'est ce qu'on appelle une icône ou un emblème là, pour la Ville de Québec, effectivement. Alors, parce que je le dis à tout le monde, quand vous allez à Québec, oui, vous pouvez promener à Québec, prenez donc le bateau, allez voir à Lévis. Oui, de l'autre côté, exactement. Allez voir tout le pays. Québec, il va avoir de l'autre côté, sans le vivre de l'intérieur. Exactement. Là, on parle de Charlevoix. Qu'est-ce qui attire l'attention? Sur Charlevoix. Qu'est-ce qui attire davantage? Donc, je vous ai parlé des 2 objectifs d'animation et de sensibilisation. On fait aussi de la formation. Pour outiller davantage les gens là, à propos des paysages. Et on vient très souvent à Baie-Saint-Paul, qui est central là, pour la région, pour offrir des formations. Si tu me permets, François, ce qui est intéressant, c'est que c'est passé à peu près 1 ou 2 fois par année. Bien, les membres, c'est autant pour les fonctionnaires, pour les élus que pour les membres du CCU. C'est toujours très formateur. Puis on échange beaucoup entre nous, les participants aussi. Je vois que les instances sont très impliquées, comme vous l'avez mentionné tantôt, avec l'ensemble des partenaires. Oui. Mais la population, est-ce qu'elle adhère à ça? Oui, elle adhère. C'est un large mandat de faire adhérer la population à ça. Mais il y a beaucoup d'exercices, je dis des exercices d'adhésion citoyenne, qui se sont déroulés ou qui se déroulent actuellement dans chacune des MRC. La MRC de Charlevoix a déjà fait beaucoup dans l'entente précédente là, avec un projet pour identifier des paysages identitaires dans chacune des municipalités. Oui, on a déjà effectivement parlé des différents paysages de la région. Il y a eu un sondage. Oui, puis là, Baie-Saint-Paul. Oui. Je vais laisser Diane en parler tout à l'heure, ou à moins que tu veuilles en parler tout de suite. Là. Bien, en fait, je pense que on est en train de travailler sur un plan paysage à Baie-Saint-Paul. Avec Françoise également, qui fait partie du comité. C'est un comité formé de citoyens, d'élus, de fonctionnaires, mais également des représentants comme Françoise, et aussi du ministère de la Culture. Puis ce qu'on veut mettre en place, c'est un plan d'intervention dans le but de protéger une de nos principales ressources, qui est notre paysage. Oui. On travaille aussi là-dessus. Mais là, on n'est pas suffisamment avancé pour que je vous donne le détail, mais je reviendrai vous en parler. Avec plaisir, c'est ça, ça se passe chez vous. Ce qui se passe chez vous, ça se passe chez nous. Exactement. Donc, dans le cadre de l'élaboration du plan paysage, il y a un exercice de consultation citoyenne très important qui a été fait à Baie-Saint-Paul. Donc, on a déjà une bonne habitude là, dans la MRC de Charlevoix de travailler avec les citoyens. C'est sûr que notre première porte d'entrée, je dirais, c'est beaucoup les municipalités qui interviennent en aménagement du territoire et donc dans la mise en valeur de la protection des paysages. Et donc, on a parlé de formation, et la prochaine, c'est le 4 avril à la ville de Baie-Saint-Paul. Okay, et là, ce sont les gens de la communauté métropolitaine de Québec qui vont venir nous parler de la trame verte et bleue. Donc, trame verte et bleue, oui. Qui est quoi? Bien, c'est ça, trame verte et bleue, une planification d'espace vert pour le vert et bleu
pour la mise en valeur de la bordure fluviale ou du fleuve. OK. Donc, différents projets là, qui sont réalisés ou qui seront réalisés au cours des prochaines années. Est-ce que le changement de gouvernement vient changer les politiques là-dedans ou c'est pas mal indépendant, effectivement? Je dirais que c'est assez indépendant. Là. On n'est pas dans des énormes montants d'argent. Donc, c'est plus dans des activités récurrentes, là, par exemple, associées avec les ministères et tout ça. Là. OK. Mais il faut toujours penser que c'est jamais acquis et il faut toujours continuer de sensibiliser et d'en faire la promotion. OK. Et le volet qui je vous dirais, est très, très important et intéressant là, pour le milieu, c'est le soutien via un appel de projet. Donc, le milieu peut soumettre des projets et dans le fond, on va examiner tous les projets qui sont soumis et on va accorder des aides financières pour soutenir ces projets-là. Ça peut ressembler à quoi, les projets? C'est très varié. Puis Ouais. dans le Charlevoix, il y en a eu actuellement, il y en a 5 qui sont en cours ou qui viennent de se terminer. Et donc, celui du plan paysage de Baie-Saint-Paul, donc un vaste exercice là, de consultation et de planification, qui est une première pour l'ensemble de la capitale nationale. OK. Là, je dirais... Parce que là, la population s'est prononcée. beaucoup, Oui, beaucoup, beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup. Oui, c'est ça, exactement. Parce que là, ça va, comme vous dites, du fleuve à l'arrière-pays, Oui. en montagne et autres. Exactement, c'est ça. Et donc, il y a ce premier projet-là. Ensuite, il y a un projet avec la traversée de Charlevoix qui couvre les 2 MRC. Les gens empruntent le long sentier, Oui. mais là, il manquait de panorama. OK. Donc, on a élagué à certains endroits pour avoir des meilleures vues. Je comprends. sur On fait le des long efforts, on monte, le cœur nous bat, on va être donc, on va-tu y arriver? On est dans un sentier en général. Oui, Puis à un moment donné, tu arrives. Oh! Ah, c'est à ça, là. Et là, ça valait la peine. C'est pour ça que j'ai fait tous ces efforts. exactement. Donc, ils ont ouvert des percées visuelles. Donc, c'est très, très concret. Il y a aussi la MRC de Charlevoix avec le projet Paysart, le Oui. circuit artistique en milieu Qui agricole. revient depuis sa 3e année, Je pense que c'est la 3e ou Oui. la 4e année. Donc, ça, c'est particulier. Hein? C'est les paysages, la culture et l'agriculture qui s'associent ensemble pour se mettre en valeur. Donc, un circuit qu'on peut visiter. Il y a aussi Petite-Rivière-Saint-François qui a bénéficié d'un premier appel de projet, puis là, qui revient. Là, ils viennent d'installer à la halle qui est à l'intersection de la rue principale et de la route 138. Oui. Et qui veut, à quelque part, attirer les gens vers le village, parce que le village il est comme à 10 km C'est un de la cul-de-sac, halle. le village de Ouais, Petite-Rivière. c'est ça. Alors, puis en général, on arrive, puis on passe devant le village sans même le voir. On arrive à Baie-Saint-Paul. Tout le monde pense à Baie-Saint-Paul qui est la tête d'entrée, pour employer l'expression. Exactement. Mais c'est Petite-Rivière. Petite-Rivière, et donc ils ont là complété l'aménagement de la halte, parce qu'il y a eu plusieurs étapes à l'aménagement, avec un panneau artistique photographique qui représente des paysages de Petite-Rivière-Saint-François. OK. Et on a les éboulements avec l'aménagement du parc de la Seigneurie, où commence le sentier de la forêt marine. Oui. Donc, c'est un... Et là aussi, on a une vue sur le fleuve, donc c'est différents OK, objectifs. c'est le genre de projet qui met en évidence effectivement des paysages identifiés par chacune des régions, des municipalités. Oui, et il y a beaucoup, dans le territoire, on avait fait faire une planification du plan paysage de la route 138, donc comment mettre en valeur les paysages le long de la route 138. Et beaucoup de municipalités ont choisi les haltes du paysage, donc des aménagements, des concepts, et ça se fait souvent par étapes, là. Ça peut se faire sur plusieurs années, donc c'est ce qui a été choisi. La fameuse route 362, là, c'est parmi les plus beaux points de vue, circuits au Canada. Je me souviens plus, parmi les 5 plus beaux, je crois. Mais on ne se rend pas compte des contraintes qu'impose le paysage. Là, on en parle de façon assez globale, là, mais lorsqu'on a l'occasion de réfléchir au paysage, c'est l'affichage sur le long des routes, Absolument. c'est le déboisement. Parce qu'il y a une dualité là, pour les municipalités. On veut développer, on veut vendre des terrains, mais il y a des gens qui s'achètent des terrains pour avoir une vue sur le fleuve et qui, en déboisant, viennent altérer le paysage. Fait que c'est dans des petites choses comme ça. Souvent, moi, j'ai été surpris de voir tout ce que ça impliquait là, lorsqu'on touche au paysage et qu'on veut influencer le paysage tout le long. On parlait il y a un point commun entre tous les MRC, là, c'est à peu près la 138. Ouais. Donc, la 138, c'est la route qui permet donc de faire le lien entre tous ces villages-là. Alors, si une municipalité se donne une politique de développement de ces paysages le long de la route 138, au niveau de l'affichage et tout autre point, c'est important que la MRC suivante
fasse un peu la même chose. Si on veut faire en sorte qu'il y ait une continuité là-dedans, c'est de lourds défis pour... C'est dans le détail qu'on voit la complexité. Oui, exactement. Ce que je disais, c'est que ça se monnaie le paysage. C'est une des forces, c'est un attrait important. Alors des fois, on a des choix à faire. Est-ce qu'on sacrifie un peu le développement d'une municipalité ou d'un quartier ou autre pour préserver le paysage à long terme? Ou on va légiférer pour empêcher la coupe de bois sur un terrain boisé. En fait, je pense que c'est dans le juste équilibre entre le développement, c'est-à-dire comment développer sans trop sacrifier nos paysages. C'est ça la question qu'il faut se poser, parce que je pense qu'il faut un peu arrêter cette dualité-là, puis se mettre en mode solution. Parce que les gens, si on parle juste de percée visuelle, les gens ont l'habitude de faire... de déboiser complètement pour quasiment avoir une vue 360. Alors qu'il y a des façons de faire beaucoup plus intéressantes, puis se faire des trouées visuelles en se gardant des arbres. Puis ça te fait au contraire un paysage hyper intéressant, hyper animé, puis qui change selon les saisons. Donc c'est aussi beaucoup de sensibilisation, changer les façons de faire. Mon Dieu, on est en train de jaser sur ton dos. Non, mais c'est bien parce qu'ils ont bien intégré les notions paysagères. Donc, la sensibilisation porte fruit. J'ai plus besoin d'être là. On a encore besoin de toi. Mais c'est ça. Et donc, dans le fond, ce que Pierre et Diane sont en train de nous dire, c'est que le paysage, ça évolue. Ce n'est pas statique. Et ce qu'on souhaite, c'est que dans l'évolution, ça se fasse de façon positive. Il y a des interventions, il va toujours en avoir, c'est normal, ça se transforme. Mais comment on intervient pour à la fois préserver, mais aussi se développer? Et c'est possible, là. C'est pas deux contraires, c'est possible de le faire. Là, on arrive, je pense que vous disiez, c'est de la quatrième... oui, la quatrième entente. Quatrième entente. Donc, du jour 1 à venir jusqu'à aujourd'hui, on a vu une belle évolution. Bien, on voit une certaine évolution, mais c'est jamais terminé, là. Transformer un paysage, c'est 30, 40, 50 ans. Là, exactement, c'est en continu. Okay. Et c'est chaque petit geste qui, au bout du compte, fait le changement. Et on s'en rend pas compte, mais quand on mesure par des photographies, par exemple, prises il y a 20 ans puis aujourd'hui, là, on peut voir une énorme différence. Mais au quotidien, puis les gens vont oublier ce que c'était, ils oublient très, très rapidement. Donc, un outil important, c'est la prise de photographie. Alors, pour se souvenir, puis pour voir comment ça évolue, là. Et on parlait de valeur économique, Pierre l'a mentionné tout à l'heure, on commence un travail actuellement, l'ensemble des partenaires et le milieu, pour réaliser, en fait, pour faire une étude sur la valeur économique des paysages. Parce que c'est un argument important, l'économie. Mais donc, si Charlevoix est reconnu pour ses paysages, ça attire du tourisme. Le tourisme vient, dépense des sous dans la région. Donc, économiquement parlant, c'est il y a des retombées, exactement. Là, et on veut être en mesure de pouvoir le mesurer à quelque part. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on démarre là, avec l'ensemble des partenaires. Est-ce qu'avec les parcs nationaux que nous avons, ça fait partie du ça fait partie du territoire, exactement. Dans le fond, la table de concertation, là, comme je vous parlais du groupe local, il y a une cinquantaine de personnes qui sont représentées, dont les parcs, les municipalités, les milieux culturels, etc. Des gens qui ont de l'intérêt à la mise en valeur des paysages et qui donc suivent les actions, participent aux différentes actions. Charlevoix fait partie de la réserve la biosphère. Oui. Alors, ça aussi, ça fait amplifier la raison de protéger nos paysages. Je pense que c'est difficile à mesurer comment ça évolue, mais je pense que c'est la prise de conscience, c'est la sensibilisation, c'est le discours aussi que les gens s'approprient. Et quand monsieur tout le monde, un citoyen qui n'est pas nécessairement dans une municipalité, là, au conseil municipal par exemple, commence à argumenter par rapport au paysage, puis moi je pense à Baie-Saint-Paul, où il y a près de 300 personnes qui ont répondu à un vaste questionnaire sur les paysages. Il y a un intérêt. Et le constat qu'on faisait, Diane et moi, j'ai dit, maintenant, ces gens-là sont aussi critiques que nous deux, on peut l'être. Il y a une lecture du paysage qu'un professionnel peut avoir. Donc, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'éducation qui a été faite. Là. Puis je vous dirais, sans mettre une pierre dans la mare, qu'il y a des fois, on pense qu'il y a des spécialistes, parce qu'ils sont, entre guillemets, spécialistes, connaissent bien leur sujet, mais il se fait des choses, des fois, on se dit, pourquoi que c'est devenu ça? Je prends juste un exemple, moi, où je demeure à Petite-Rivière-Saint-François, il y a un nouveau secteur qui s'est développé, ils ont voulu faire une portion de fil souterrain entre le poteau en question puis se rendre jusqu'à la maison, mais finalement, ils se sont mis à planter plein de poteaux à droite et à gauche. Là, tu regardes, c'est mon paysage. J'ai plus de poteaux que s'il y en avait juste eu un, du poteau de téléphone jusqu'à ma maison. Là, tu te dis, il y a quelque chose qui ne marche pas.
La problématique, si tu me permets, parce qu'on Absolument. le vit à Baie-Saint-Paul, c'est que, tu sais, Hydro-Québec n'a pas de demande à faire à personne pour planter un poteau. Là. Ça fait qu'ils ne viennent pas nous consulter là, puis nous dire « Hey, on peut-tu se faire un plan de plantation de Belle non poteaux? » plus. Puis non, belle non plus. Tu sais, c'est comme quand il est là, eux autres. Là. Tu sais, c'est Ouais. vrrr, ils passent. Là. Malheureusement, c'est ça. C'est le manque de concertation qu'Hydro-Québec, malgré tous les bons coups que fait Hydro-Québec, là, mais à ce niveau-là, tabarouette, venez vous asseoir avec nous autres, puis on va parler ensemble, puis on va essayer de les placer où ça a le moins d'impact, puis on va essayer de réduire, là, on va essayer de, ensemble, d'avoir moins d'impact sur nos Donc, paysages. ça devrait être un partenaire. Je pense qu'il ne fait pas partie de ça, les Non, ils ne Hydro-Québec. font pas partie de l'entente, là, mais parce que, dans le fond, il y a des gens qui ont été approchés, puis, je veux dire, qui sont invités à participer, là, mais c'est pas, on n'est pas là pour gérer tous les paysages. Ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une meilleure concertation dans la gestion des paysages. Là. On n'est pas en contrôle, là. On est dans la concertation, la Quand je prends sensibilisation. juste aussi entre Québec et Côte-de-Beaupré, c'est le fameux boulevard, hein, tu regardes le train, tu regardes les poteaux, c'est du bois. Il y a beaucoup Il n'y a d'infrastructures. pas eu, dans ce moment-là, j'imagine que ça Non. n'existait pas. Alors, En fait, je suis résidente de la Côte-de-Beaupré, puis je travaille aussi beaucoup sur la côte. La route 138 a été construite, c'est quand même assez récent. C'était des terres agricoles qui Ouais. allaient jusqu'au fleuve. Et ces terres-là sont devenues résiduelles et ça a été vendu à la pièce. Donc, c'est ça, à ce moment-là, il n'y a pas eu de planification urbaine, donc il s'est implanté toutes sortes de fonctions tout le long du boulevard. Mais il y a des efforts qui sont mis pour l'embellir, il y a un Ouais. fonds d'embellissement qui existe. c'est ça, après, c'est toujours plus compliqué C'est après long, qu'avant. C'est Ça ça, fait exactement. effectivement. C'est Et la ça demande préservation beaucoup des de paysages, c'est des concepts qui sont quand même assez jeunes. Là. C'est pas, Oui. ça fait pas Non. longtemps. Non. Et on s'est aperçu. Puis il y avait déjà des gens qui avaient cette vision-là. Quand je pense à la Fondation Héritage Charlevoix, on voulait acheter des terres pour les préserver en sachant très bien que si les arbres repoussaient sur ces terres agricoles-là, on allait perdre des Ouais. percées. OK. Alors, souvent, on pense que de laisser des terres agricoles en reboisement, ça va aider la nature et autres, mais des fois, ça nuit au paysage. Il y a des institutions comme les Petites Franciscaines de Marie ici, lorsqu'on a l'occasion de jeter un coup d'œil sur les photos, que le déboisement qu'il y avait tout autour de Baie-Saint-Paul et les percées visuelles qu'on devait avoir à l'époque, en 1937, 38, 39, là autour ici, devait être beaucoup plus importante que celle qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de ces arbres-là et de ces terres-là qui ont été reboisées. Ouais, Ben ouais. oui, on a juste à penser quand on descend la 138, ce qu'on appelle ici là, les côtes Saint-Antoine. Il y a les terres agricoles hein, quand on approche justement du rang Saint-Antoine. Si ça serait reboisé, la magnifique vue plongeante On sur le l'aurait fleuve, pas. on la perdrait. On là. l'aurait Donc oui, en effet. Parce que depuis des années, il y a des gens qui s'intéressaient à ça. Donc, en disant, c'est une des richesses. Mais là, c'est Enfin, de réunir tous ces gens-là puis de les mettre ensemble pour avoir une concertation. Il y a du monde qui aimerait avoir l'immobilisme, là, mais je veux dire, c'est en Non, évolution. ça se peut Donc, pas. Non, c'est Non, c'est c'est ça. Sinon, on est dans des parcs protégés, Bon, on avec des s'en va en vocations forêt, puis particulières. merci, Oui, bonjour. puis la solution ou l'action va dépendre aussi du milieu dans lequel on va se retrouver. Ouais. Exactement. Il n'y a pas de formule idéale. Il faut que les gens soient prêts. Ça vient du milieu. Là. Les projets viennent du milieu. Là. Et donc, dans la 4e entente, il y aura un autre appel de projet aussi pour soutenir différentes initiatives du milieu. Là. OK. Donc, Là, on en est dans le dernier droit. Enfin, c'est pas le dernier droit, c'est un autre droit. Dans le contexte présent, les prochaines années, on va prioriser des choses en particulier? ben, on va soutenir, comme je disais, le milieu dans ces projets. Puis là, on avance dans le type de projet. Au début, on était dans des études, des concepts, mais là, on est dans des réalisations plus concrètes. Là. OK. Je ne sais pas ce que les gens vont déposer, mais je les invite à déposer des projets là, quand on lancera l'appel de projet. Ça va se faire probablement en septembre 2019, sous toute réserve. Parce là. que c'est un projet triennal, c'est un plan Oui, triennal? c'est ça, exactement. Et ce qui est nouveau pour nous, là, c'est l'étude sur la valeur économique des paysages, là, où on va mandater, je ne sais pas qui, là, mais des gens qui ont l'expertise, qui vont pouvoir nous donner des informations très précises, là, économiques à ce sujet-là. Donc ça, c'est nouveau et ça fait vraiment l'adhésion dans l'ensemble de la capitale nationale là, pour tous les partenaires. Oui, parce qu'en fait, ça va nous être utile à tous, tu sais. Parce Oui. qu'à partir du moment où on met un signe de pièce sur quelque chose, les gens prennent plus conscience de la valeur. Ah, il y a de toujours ça, un coup à tout. malheureusement. Ouais, puis ici, on a tendance à gaspiller l'électricité, le ci, le ça. Ça fait que l'eau, juste l'eau. Alors,
effectivement, quand il y a des coûts rattachés à ça, oups. Ben, ça peut être un argument. Oui, puis un retour pour la collectivité. Aussi. Parce que de façon individuelle, on l'avait. On le sait tous dans Charlevoix que si votre terrain donne une vue sur le fleuve, automatiquement, monétairement parlant, il vaut plus cher que celui du voisin qui n'a pas une vue sur le fleuve. Donc, on était conscient de ça. Mais sauf que collectivement parlant, ça a une valeur, cette richesse-là. Donc, d'attirer les gens dans des paysages qui sont respectés ou structurés ou du moins aménagés un peu en respect de ce qu'on a comme projet dans la région. Et puis ce qui est important aussi, puis Diane le vit bien là, à Baie-Saint-Paul ou dans les autres municipalités aussi, c'est que on n'est pas en train de tout contrôler, mais on est en train de sensibiliser. Puis les perceptions des gens, quant à la mise en valeur des paysages, sont différentes. D'un élu, d'un citoyen, de l'urbaniste. Donc on n'a pas nécessairement la même perception des choses et quelqu'un va considérer qu'une intervention est correcte. L'autre va la trouver exemplaire. La lecture n'est pas... Les enjeux ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes, et les lectures ne sont pas les mêmes non plus. Donc, c'est ça qui fait qu'on... Et on a beau avoir toutes sortes d'outils, des fois, il y a des choses qui nous échappent aussi, là. Je veux dire, c'est une question de vision, soit micro ou macro, là, je veux dire, dans le contexte où, quand c'est dans ma cour, j'ai ça, puis la municipalité a telle vision, puis la région a telle autre vision. Exactement, c'est ça, là. Alors, c'est l'ensemble des interventions. Alors, les paysages... On n'a pas fini d'en parler. C'est super, très intéressant. Merci Françoise pour cette mise en situation. On aura l'occasion sûrement d'en jaser dans les années à venir. Alors nous, on va faire une petite pause et on revient immédiatement après. Alors voilà, nous sommes de retour, cette fois-ci en compagnie de Diane Lemire. Maintenant, on va parler de lumière, de ciel étoilé, paysage aussi par le fait même. Tout à fait, c'est un paysage. En fait, si on parle de ciel étoilé, on parle parallèlement de pollution lumineuse. La pollution lumineuse, en fait, c'est un phénomène qui est récent. C'est un phénomène du 20e siècle. Hein? C'est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, puis c'est un phénomène qui est mondial. C'est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, l'étalement urbain, l'apparition des banlieues. Banlieue égale autoroute égale voiture, multiplication de l'éclairage, bang, pollution lumineuse, phénomène tout nouveau. Donc, évidemment, c'est la dégradation de la qualité du ciel étoilé. On regarde plus en l'air, on regarde autour de soi avec la lumière que l'on a. Oui, tout à fait. Puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est posons la question à nos jeunes, demandons-leur c'est quoi la Voie lactée. On serait étonné de voir qu'il y a bien des jeunes qui ne sont pas capables d'y répondre. Alors que peut-être nous, nos générations, on le sait un peu plus, c'est cette grande trace blanche, lumineuse, parcelée de petites étoiles qui forment notre galaxie. Et encore une question au piège. Puis le piège, c'est quoi la lumière zodiacale? Ouais. Hein? Est-ce quelqu'un qui peut me répondre à ça? Hein? Non. Bien, la lumière zodiacale, en fait, c'est des éléments avec lesquels on peut évaluer la qualité du ciel. Puis la lumière zodiacale, là, on va la voir juste dans des secteurs là, très, très, très noirs, comme on s'en va dans le parc des Grands Jardins, dans le fin fond. Alors, en fait, c'est une forme triangulaire qui part de la Terre, qui va vers le ciel. Puis ça représente la trajectoire du jour du soleil. Mais il faut être vraiment dans un endroit très, très noir pour le voir. Donc, c'est des phénomènes que nos ancêtres connaissaient, puis que les jeunes générations ne connaissent plus malheureusement, parce qu'on ne le voit plus. C'est aussi simple que ça. Puis, on parle de ciel étoilé, on va avoir tendance à penser à l'astronomie. Mais ça ne touche pas que l'astronomie. Ça préoccupe les sciences naturelles, les sciences humaines, je vais vous en reparler tantôt, les sciences de l'environnement. Ça a des impacts inimaginables. Moi, j'en revenais pas quand j'ai fait des lectures et des recherches là-dessus. Et il faut vraiment, vraiment s'en préoccuper. Les plus grands pollueurs, évidemment, c'est les pays occidentaux, hein, on s'entend. Le Québec, semble-t-il, tire bien sa... Ah ouais, on est au top. On est le champion mondial. Une fois qu'on est champion. Ouais, mais c'est comme un peu gênant. On pollue de 2 à 3 fois plus que les États-Unis et de 2 à 3 fois plus que les pays européens. Toute proportion gardée per capita et compagnie. Exactement, c'est assez terrible. Si on prend l'exemple là, de la ville de Montréal et New York, hein, c'est pas la même échelle de ville, on s'entend.
Montréal pollue plus. Ah, ouais. Si on prend l'exemple de Boston et de Québec Est-ce pollue que ça plus. pourrait jouer sur le faible coût de l'électricité? Sur le fait, Exactement. j'imagine, hein? En fait, c'est ce qui il y a vient. 3 principales raisons à ça. Il y a le manque d'information. Les gens ne connaissent pas beaucoup ça, puis ils ne connaissent pas non plus les impacts. Il y a l'absence de législation. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas beaucoup de réglementation là-dessus. Puis évidemment, le faible coût de l'électricité là, ici au Québec, là, ça coûte 3 fois rien. Hein? Fait qu'on se dit, on va se gâter. Mais là, c'est ça. C'est à nous autres, ça nous appartient. Oui. Puis, je m'avance, là, mais en réflexion, je pense que peut-être que le no fault du ministère du Transport, là, je m'avance, là, je gère peut-être, là, mais le fait qu'on responsabilise plus les conducteurs, on met de l'éclairage. Moi, j'ai vu sur des nouvelles portions de route, là, la quantité d'éclairage qu'on met, et s'il y a une pluie, ça nuit à la visibilité beaucoup Absolument. plus que ça aide. Absolument. Mais comme il n'y a pas de responsabilité, on conduit pour les gens qui sont dans leur voiture, puis on les met des lumières pour voir à peu près tout ce qui pourrait arriver sur la route, alors que si on éteignait ça, on aurait une bien meilleure vision au contact avec le monde. Mais là, Non, tu as tout à fait raison. En fait, puis tu sais, il faut penser que le ministère des Transports, puis c'est correct, là, mais c'est des ingénieurs, ils ont des normes, ils ont une petite règle de calcul qui fait qu'on doit éclairer de telle façon, telle densité à tant de mètres. Puis c'est ça qu'ils reproduisent partout, malheureusement. Puis on aimerait bien arriver à changer ça, en tout cas au moins dans mon milieu, c'est sûr. Moi, ce que j'ai découvert en faisant des lectures et en regardant toute la documentation qui existe, parce que je vous le dis, il y en existe, là, c'est incroyable. On va juste sur le site de l'Astrolabe du Mont Mégantic, il y a de la documentation, c'est fou. Il y en a pour tous les goûts. Bien, savez-vous que ça a des impacts sur l'être humain, la pollution lumineuse? Pas au niveau de la qualité du sommeil, au niveau de Mais là, on la réparation. parlait du soleil. Le soleil, Ouais. c'est la principale lumière, Ça. le jour. Bien, en fait, c'est que le corps, là, il y a un rythme circadien qu'on doit respecter. Ça, c'est le juste équilibre entre le jour et la nuit. Hein. Notre corps, là, il a besoin de ça pour bien fonctionner. Il y a des hormones qui sont sécrétées pendant la nuit. Fait que si on débalance ça, on débalance le corps humain. C'est sûr que quand on change d'heure, Ah, on vient on débalancer. sait, hein? Là. Mais ça a beaucoup plus d'impact qu'on pense parce que de l'insomnie, on a noté de l'accroissement de la myopie chez les enfants, des troubles de dépression nerveuse. C'est pas les écrans, ça, c'est pas les ordinateurs. là? Bien, ça vient là-dedans, mais ce n'est pas que ça. OK. Ce n'est Trop pas que ça. d'éclairage. Oui, tout à fait, de façon générale. L'affaiblissement du système immunitaire, l'obésité, et là, c'est très intéressant parce que il y en a qui disaient « Oh, ça a des impacts sur le cancer du sein et de la prostate », d'autres disaient « Non ». Finalement, il y a une étude qui est sortie, une étude internationale qui est sortie à l'automne, dont un Québécois qui s'appelle, mais il faut que je vais essayer de ne pas me tromper dans son nom, Martin Aubé, un professeur en physique, qui fait partie de cette étude-là, qui a démontré, hors de tout doute, que la pollution lumineuse a des impacts sur le nombre de cancers du sein et de la prostate. Donc, c'est pas juste la beauté du ciel, c'est sur la santé de l'être humain aussi. Mais là, en télévision, on s'éclaire pas mal, on n'a pas le choix. Mais c'est d'éclairer au bon endroit et au bon moment aussi. OK. Mais c'est pas tout aussi, ça a des impacts sur la faune, parce que c'est un être vivant, la même chose. Entre autres, les oiseaux migrateurs qui vont s'orienter avec les étoiles, la Lune, etc., etc. Donc, la lumière qu'ils rencontrent sur leur trajectoire, les influences. Oui, tout à fait. En 2011, il y a eu 100 millions d'oiseaux qui sont morts en collision avec des bâtiments suréclairés. Pensez-y, là, 100 millions d'oiseaux. À Toronto, il y a environ 24 000 oiseaux par année qui meurent désorientés par le suréclairage. C'est énorme, là, quand on y pense. Là, puis là, je vous donne juste quelques chiffres, là, parce que ça a des impacts sur les amphibiens, les reptiles, il y a à peu près tous les animaux inimaginables. Les insectes, on a ça, les bébites, hein? Ben non, mais pas tant que ça. En fait, on sait qu'on en a besoin. Et chaque éclairage extérieur tue à chaque nuit 150 insectes. Pensez-y, là. On les voit amasser autour de la lumière. Exactement. On pensait qu'ils cherchaient la chaleur. Ben non. Et c'est important, les insectes. Pourquoi? La pollinisation. Mais c'est aussi une source d'alimentation pour, entre autres, on parle des oiseaux, les amphibiens, tout ça. Donc,
tout cet équilibre-là est hyper fragile et puis, ben, la pollution lumineuse a des impacts. Il y a la flore aussi. On dit, mais la flore, les petites fleurs. Ben non. Ben oui. Mais là, c'est tout. Ces études-là, c'est juste la pointe de l'iceberg qu'on voit. On commence à avoir des données, mais si on pense aux plantes en germination qui fait partie de l'alimentation de l'homme, comme le riz, puis le quinoa, ben déjà, les spécialistes commencent à avoir des impacts par justement ce déséquilibre entre le jour et la nuit. Okay. Donc, la pollution lumineuse, on est trop éclairé. On l'utilise à mauvais escient. Oui, tout à fait, beaucoup trop. Puis ça, au Québec, on a des exemples extraordinaires. On n'a pas besoin d'aller bien loin, on a juste besoin d'aller dans la région de Mégantic, qui, eux, en 2003, se sont pris en main. Toute la région, il y a 3 MRC qui se sont mis ensemble et disaient « il faut qu'on fasse quelque chose ». C'est sûr qu'on a l'Observatoire du Mont Mégantic qui est là, puis aussi Ils en sont conscients par le fait même, eux autres, ils l'observent. C'est important. Donc, ils ont commencé à agir là-dessus, mais ils ont 3 grands axes. En fait, ils ont fait beaucoup de sensibilisation. Toutes les MRC villes ont adopté une réglementation pour encadrer ça, puis ils se sont mis à changer les lampadaires aussi publics. Ils ont changé à peu près 3000 lampadaires. Ça leur a donné une économie globale de 200 000 $. Et à chaque année, au niveau des coûts électriques, pour les municipalités, c'est entre 30 et 60 % d'économie sur ce qu'ils dépensaient en éclairage. Imaginez qu'on prend cet argent-là puis qu'on le met dans les loisirs, dans la culture. En fait, ils sont pas moins bien éclairés, ils sont mieux éclairés. Ils sont mieux éclairés parce qu'en fait, souvent, on va remarquer là, que l'éclairage, c'est pas un bon éclairage. C'est un éclairage... En fait, qu'est-ce qu'on veut éclairer? Hein? C'est vers le sol, c'est un élément au sol. Oui. Alors que souvent, l'éclairage, ça part dans tous les sens. Ça réfléchit, ça rebondit. C'est pas un bon éclairage. La densité aussi. Est-ce qu'on a besoin d'éclairer autant les soirs de pleine lune que les soirs... Ben non. Donc, ça doit être variable. Exactement. Puis l'éclairage intelligent, ça existe, qui va s'ajuster selon la température. Les nouvelles lumières, est-ce que ça vient jouer? Le DEL d'aujourd'hui par rapport aux anciennes lumières? Oui, en fait, il faut être prudent. Le DEL, faut éviter le blanc-bleu. Puis, il faut aller plutôt vers le blanc chaud ou je dirais le jaune, le jaunâtre. Qui est moins dur pour l'œil. Oui, tout à fait, qui a beaucoup moins d'impact. Puis encore là, c'est la densité, puis c'est la quantité aussi, tu sais. On sait, là, en architecture, il y a une mode. Je suis pas seule, j'imagine qu'il l'a remarqué, là, mais on les monte-tu, nos belles façades de maisons? Pierre le disait tantôt. On en parlait, donc. Sur le fleuve, les maisons, les voient. Est-ce que c'est nécessaire? Donc, réduisons le nombre d'éclairages qu'on a et éclairons ce qu'on a besoin. Dépendant d'où on habite, peut-être notre stationnement, peut-être nos entrées de maison, mais est-ce qu'on a besoin d'en mettre sous notre soffit tout le long? Ben non, on n'en a pas besoin. Puis ça crée l'effet inverse. On est dans la maison, on a cette espèce d'impression de sécurité, sauf que s'il se passe quelque chose à l'extérieur, regardez à l'extérieur, vous n'allez rien voir, parce que le temps que la pupille s'adapte et s'ajuste à la lumière, ça va, vous allez perdre ce que vous avez vu. Puis quand vous allez fermer les lumières à l'intérieur de la maison, il va y avoir un éclairage qui va rentrer dans la maison. Donc c'est extrêmement difficile de... Mais je pense qu'on a voulu s'éclairer beaucoup à cause qu'on a peur de voleurs, là. On est craintif à quelque part. Oui, mais il y a des études qui ont été menées et aux États-Unis et en Europe qui ont démontré qu'il n'y a pas de cause à effet entre l'éclairage ou le manque d'éclairage et le trop de criminalité ou autre. Donc, c'est vraiment un faux sentiment de sécurité qu'on a avec... Les plus grands vols sont faits en plein jour. Les voleurs, puis les voleurs n'ont pas des meilleurs yeux que nous. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, si c'est noir à la grandeur sur le terrain, où vous voulez. Il y a juste dans les films qu'on voit ça avec des lunettes infrarouges. Oui, exactement. Puis la région du Mégantic aussi peut être très fière parce que ça a été, en 2007, la première réserve mondiale de ciel étoilé par l'International Dark Sky Association. Et mon Dieu, qui peut être fier. Maintenant, il y en a une en Angleterre, il y en a une aussi en Nouvelle-Zélande. Mais ça a été vraiment... C'est-tu en train de faire des petits, ça? Ça fait des petits. Oui, ça fait des petits. Ça fait des petits. Mais Saint-Paul, Charlevoix, région de la capitale, on est où là-dedans? Bien, juste pour vous parler un petit peu de l'historique de Baie-Saint-Paul, pourquoi qu'on a commencé à s'inquiéter de ça? Hey, c'est pas catastrophique à Baie-Saint-Paul, là. Non, on n'est pas là. Parce qu'il y a une échelle, hein? Je pense qu'il y a une échelle un peu comme l'échelle de Richter sur les tremblements de terre.
Exactement, ça s'appelle l'échelle de Berthold. Ça a été créé par un astronome amateur, mais quand même de grand renom, pour qu'il crée cette échelle-là, puis que les gens l'utilisent. Ça a 9 degrés. OK. Puis chacun des degrés est facile à évaluer. Comme le degré 1, c'est un ciel exceptionnellement noir. On peut voir la lumière zodiacale, la Voie lactée, par exemple. Il y a mettons, le 5 où on est plus en périurbain, puis que là, ils vont nous dire, ben pour l'évaluer, tu vas voir un dôme un peu grisâtre, tu verras plus la lumière zodiacale, tu vas avoir de la difficulté à voir la Voie lactée. Fait que donc, c'est des petits éléments comme ça qui nous permettent d'évaluer assez facilement, là, monsieur, madame, tout le monde, la qualité du ciel. Donc oui, en effet, c'est un outil. Puis notre région, vous dites qu'on n'est pas si pire que ça? Ben, on n'est pas si pire que ça, sauf qu'on est en plein développement. Il y a des modes qui font qu'on suréclaire, puis on s'en va pas vers moins d'éclairage, au contraire. Parce que même les citoyens le demandent, hein? « j'aimerais ça avoir un lampadaire devant chez nous, je me sentirais plus en plus sécurité. » Ils en ont placé un à côté de chez moi, puis je dis « Quand est-ce que vous l'enlevez? » Ben c'est ça exactement. Donc, c'est de se positionner et d'éclairer au bon endroit. Donc, historiquement, au service d'urbanisme, on s'est questionné là-dessus parce qu'on entendait parler dans nos colloques ou entre nos collègues en urbanisme dans d'autres municipalités. On a embauché une stagiaire en 2014 qui nous a fait un portrait de tout ça. Et on a appris des choses extraordinaires. En 2015, il y a des citoyens qui sont venus rencontrer le conseil qui ont dit « Attention, il faut penser à ça, il faut se protéger. C'est pas alarmant, mais est-ce qu'on peut commencer à faire des actions pour que ça ne devienne pas aussi? » On a donc formé un comité de travail avec élus, fonctionnaires, citoyens. On a réfléchi à ça. Il y a une politique qui a été adoptée en 2018, en juin 2018. En fait, cette politique-là, c'est un engagement de la part du Conseil à agir. Suite à ça, on a fait un sondage auprès de la population, mais au même titre que pour le plan paysage. Et de ça, on a rédigé un plan d'action. Je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'actuellement, il est dans les mains du Conseil. Ah, OK. Mais on va en apprendre bientôt. Vous allez en entendre parler bientôt. Puis ce qu'on veut faire aussi à l'automne, qui est un événement pas mal le fun, c'est à l'hôtel, probablement, c'est toute réserve, à l'hôtel Le Germain, dans la salle multi, un happening sur le ciel étoilé qui va se diviser en 3 temps. Le matin, avec les enfants, un événement ludique. L'après-midi, on invite tous les fonctionnaires, tous les élus, tous les membres des CCU de la MRC. Venez, on va vous donner une petite formation pour qu'est-ce qu'on peut faire, là, chacun à notre niveau là-dessus. Puis le soir, c'est un happening avec la population. Donc on ferme toutes les lumières, on sort dehors, on regarde le ciel étoilé. Je sais pas. On a une équipe qui travaille là-dessus, sur cet événement-là, puis ça va être un peu notre façon de lancer notre plan d'action. Ici, ben moi, quand j'étais à Montréal, j'allais souvent au... j'ai oublié le nom, pour le mentionner, c'est un dôme, là, tu t'en vas voir carrément le ciel étoilé, puis c'est projeté, là, c'est génial. Là, tu découvres le ciel tel qu'il est, selon les régions, selon les constellations, selon la Voie lactée, en tout cas. Mais effectivement, dans nos villes aujourd'hui, avec toutes les luminosités qu'il y a, on a perdu contact avec ça. On a perdu contact. On arrête de regarder en l'air. On se regarde trop les pieds. Moi, il y a des choses que je voyais jeune. Mon père, je me souviens, tout jeune, on sortait dehors regarder les aurores boréales. Ouais. Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'aurore boréale, même dans Charlevoix. C'est vrai. En regardant au nord. Là. Et puis, c'est pas qu'il y en a moins qu'il y en avait avant. C'est tout simplement que la pollution lumineuse fait en sorte qu'on ne les voit plus. Puis, on remarque beaucoup, lorsqu'on arrive de Québec sur la 138, en arrivant sur les plateaux, avant que Baie-Saint-Paul se dévoile, on voit le halo. On voit l'espèce de dôme et de halo au-dessus, donc on le voit que... On sait qu'il y a du monde qui vit là, on s'approche de la ville. Mais heureusement, au niveau des municipalités, il y a des belles initiatives. Moi, j'ai vu la restauration du centre-ville de Victoriaville, et ils ont mis au centre-ville des lumières sous les bancs, donc, et des petits poteaux, à peu près 3 pieds, 1 mètre, là, avec un diffuseur vers le sol, ce qui fait en sorte que lorsqu'on se balade, la partie du haut est relativement dans le noir et nos pieds sont éclairés. Ce qu'il y a au sol est éclairé. On voit où ce qu'on va. Oui, effectivement. Ça fait en sorte que du centre-ville se dégage beaucoup moins de lumière. Là. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec la construction, la lumière, elle réfléchit, elle rebondit. Exactement. On n'éclaire plus ce qu'on veut éclairer. Ah non, tout à fait. Les buildings en ville, tu sais, les fenêtres, c'est de la réflexion lumineuse. Tout à fait. Puis
ce qui est intéressant au niveau régional, parce que vous posiez la question tout à l'heure, j'ai été rencontrer les maires de la MRC de Charlevoix, puis je leur ai fait part de cette vaste étude. Là. On a jasé une bonne heure là-dessus. Et tous les élus se sont montrés intéressés par ce phénomène-là. Puis notre objectif, c'est qu'on travaille tous ensemble, parce que c'est faux de prétendre qu'il y a juste Baie-Saint-Paul qui pollue. Si je prends l'exemple de la région du Mont-Mégantic, là, oui, les grandes villes de cette grande région-là polluent, mais ça représente juste 50 de la pollution lumineuse. L'autre 50 c'est les petites municipalités. Moi, j'ai démontré par une carte satellite aux élus de la MRC, j'ai pu leur montrer chaque ville puis leur degré de pollution. C'est sûr qu'au centre de Baie-Saint-Paul, c'est la ville-centre. Mais on pouvait très bien voir, Saint-Urbain, Saint-Hilarion, regardons ça, c'est les éboulements. Regardons ça, c'est Petite-Rivière-Saint-François. Donc, on le voit très bien. Puis, c'est sûr que ce serait bien idéal d'agir tous ensemble, puis on le souhaite ardemment. Là. Et c'est pour ça qu'on va les inviter. Au moins, il y a une conscientisation, si je comprends bien. Là, on est sensibilisé. Oui, puis Baie-Saint-Paul, même dans Baie-Saint-Paul même, avec le changement qu'il y a eu sur la rue Saint-Jean-Baptiste, ça devrait être une belle amélioration. Oui, tout à fait. Tous les lampadaires, maintenant qu'on installe, sont certifiés Dark Side, c'est-à-dire qu'ils vont éclairer vers le bas. Mais aussi, ce qu'on a fait, ça, les gens ne le savent pas, mais c'est vraiment extraordinaire. Dans le quartier René-Richard, où il y a l'hôpital, on a mis un éclairage qu'on peut, excusez l'expression, dimmer. C'est-à-dire, là, on peut le graduer, puis on peut l'ajuster selon les besoins, puis on peut le programmer. Puis c'est un des objectifs, là, j'en dis un petit peu, là, mais c'est un des objectifs dans le futur d'avoir un éclairage intelligent à Baie-Saint-Paul. Puis aussi, tu sais, au niveau de la pollution, on regarde là, le parc Saint-Aube. Mon Dieu, c'est donc effrayant comment c'est éclairé cet endroit-là, tu sais. À cause des sports qui y sont pratiqués. Oui, mais il y a des programmes qui existent pour travailler sur les parcs, pour qu'ils soient moins polluants. Fait il y a des outils extraordinaires. Ça, c'est la commission scolaire. C'est-tu partie des membres qui font partie de la concertation? En fait, on dit la commission scolaire, mais les aménagements, en fait, il y a une entente avec la ville. Les aménagements sont faits par la ville. Puis entretenus par la ville parce que c'est offert, ces endroits-là sont accessibles en tout temps aux citoyens. Puis il faut faire attention en même temps parce que le DEL procure un éclairage extrêmement intéressant à moindre coût. Fait que certaines municipalités, des fois, ont tendance à en mettre plus parce que ça coûte moins cher. Alors, il faut faire attention, il faut faire vraiment attention. Ce qui est arrivé, c'est ça qu'ils ont constaté, les experts, c'est qu'ils se sont dit, ça coûte moins cher, on économise, on va en mettre plus. Économie zéro, en effet. Parce qu'avec les ajouts juste sur les voitures... On appelle ça des experts, vous êtes là? Les ajouts sur les voitures, là, ceux qui se rajoutent des barres on arrive le soir, puis c'est déjà sur la route. On est effectivement aveuglé maintenant. Oui, tout à fait. Et ça crée un stress supplémentaire. Oui. Et là, ça joue sur l'humain. Imaginez sur les animaux. Pareil. Tout est là. On est tous impliqués là-dedans. Tout interrelié. Très intéressant, franchement. Alors, nous, on se situe où sur l'échelle de 1 à 9 dans le coin? Bien, ça dépend, en fait. Parce que si on est au centre-ville, parce que c'est top. Mais je dirais, moi, qu'on est entre 6 et 7 quand on est au centre-ville de Baie-Saint-Paul. Puis le pire, là, c'est vraiment quand on est dans le coin de, justement, Saint-Aubin. OK. Puis le boulevard Monseigneur-de-Laval, ça, ces coins-là, ça fait très mal. Mais si on va dans Saint-Tour, Saint-Jérôme, là, on s'approche du 3, 2, là, on a des meilleures qualités. Donc, ça dépend où on se retrouve. Alors, le 1 étant le favorisé, oui. Puis le 9 étant à nuit, à éviter. C'est ça, exactement. OK, bon, c'est intéressant. Alors, on sait qu'il y a maintenant, les élus sont sensibilisés à ça. Absolument. On va en apprendre sous peu parce qu'ils ont un beau projet sur la table. Ah, ça sent bien. Alors, on va en reparler, donc. Ah, c'est sûr. Génial. Eh bien, merci. Ça fait plaisir. On fait une autre petite pause, mais on revient cette fois-ci avec Pierre. Alors, on est de retour cette fois-ci avec Pierre Beauchesne. On va parler de charlevoixsocial.ca. Oui. C'est un site web. Oui, c'est un site web, en fait, quand on veut une plateforme de référencement, on va appeler ça comme ça, qui permet aux gens donc de trouver l'information relative à tout ce qu'il y a comme organisme ou service
dédié donc aux différentes classes d'âge, aux villages. Enfin, bon. Ça devrait répondre à qui, quoi, où, quand, comment? Oui, effectivement. Puis on a voulu ça relativement intuitif. Pour faire une histoire rapide, là, on avait dans Charlevoix-Est, au début 2007-2008, une approche territoriale intégrée, donc ce qu'on appelait l'ATI, qui visait à faire en sorte d'essayer de concentrer des demandes précises en fonction de critères qu'on voulait moins précis, donc d'éviter des silos. Exemple, on travaille pour la jeunesse, bien là, il y avait des groupes pour les 0-5 ans, pour les 5 ans, 12 ans, pour les 12 ans à 17, les 18 ans. Donc là, finalement, on a fait un groupe jeunesse, puis on a dit, bien, on va travailler en concertation ensemble, donc on va faire du développement territorial intégré, donc pour faire en sorte que quand on va se pointer devant des sources de financement, des gouvernements et autres, qu'on puisse parler d'une seule voix, au lieu d'aller chercher 15 petits projets séparés dans chacun de nos groupes. Donc, on a travaillé sur l'approche territoriale intégrée. Puis, c'est une approche, puis c'est un concept qui a fait ses preuves assez rapidement, ce qui fait en sorte que du côté de Charlevoix, on s'est doté aussi de la MRC, donc de quelqu'un qui travaillait à l'ATI. Et ensuite, on a fusionné les deux ATI de l'Est et de l'Ouest, ce qui a donné DSI, donc le développement social intégré, où là, en plus de parler par groupe, on parle par ville et par MRC. Donc, on a un poids là, quand même important. Donc, il y a 2 agents sur chacune des MRC, Jérémy Provencher qui est du côté de l'Est et Émilie Dufault qui est du côté de l'Ouest. Alors, ça c'est pour le travail. Donc, on débutait cette approche, ce développement social intégré-là. Et on s'est rendu compte dans les premières rencontres, en fait, que beaucoup des intervenants locaux ne connaissaient pas l'ensemble des ressources qui étaient disponibles sur le territoire. Alors, à partir de ce moment-là, il y avait l'Association bénévole de Charlevoix et le Centre communautaire Pro-Santé qui, depuis des années, produisaient le fameux guide papier des ressources communautaires. Mais sauf que, bon, comme disait M. Trudeau, on est en 2018, alors les ressources papier, peut-être que c'est moins accessible. C'est plus difficile un peu. Maintenant, l'informatique nous permet de regrouper tout ça. Alors, on a décidé de mettre sur pied un portail qu'on a appelé charlevoixsocial.ca, sur lequel on a décidé, bien sa raison c'est ça, de centraliser l'information et de faire en sorte donc de faciliter la communication aussi entre les différents organismes. Et, alors ça permet effectivement autant aux citoyens qu'à celui qui vient de l'extérieur. Aux citoyens, aux élus, également oui. de chacune des municipalités, d'être capable de savoir qu'est-ce qu'ils ont comme ressources disponibles. Il y a des conseillers municipaux qui arrivent sur place, puis il y a des citoyens qui viennent les voir, puis « Ah, moi j'ai une problématique avec telle chose », puis là, ils ne savaient pas trop où les envoyer et quoi faire avec. Donc, désormais, ils peuvent avoir accès sur le charlevoixsocial.ca. Puis ça en couvre large, là. Ça en couvre très large, parce que ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a souhaité faire, c'est faire une plateforme qui était relativement intuitive. C'est-à-dire que même si quelqu'un a des difficultés à écrire, même si on s'adresse à un jeune de 6-7 ans qui va écrire au son et autres, même s'il y a des fautes d'orthographe, les ressources disponibles vont sortir et vont apparaître. Donc, on peut faire une sélection par âge, par territoire, par toutes sortes d'espèces de... Il y a des mots-clés. Il y a des mots-clés qui sont là et qui sortent et qui font en sorte que les ressources vont apparaître. Et s'ils n'apparaissent pas sur le territoire ou s'ils ne sont pas disponibles sur le territoire directement de la municipalité ou de la MRC, ils vont sortir de façon plus régionale. C'est pour ça que je disais qu'on a des organismes également qui sont sur la côte de Beaupré. Puis s'ils ne sont pas disponibles là, bien, au moins disponibles dans la région de la Capitale-Nationale, parce que maintenant, avec la centralisation au niveau des soins et des CIUS, il y a des choses qui sont plus disponibles dans la région aussi, qui sont encore accessibles aux gens. Mais donc, c'est plus difficile de trouver les coordonnées dans il n'y a plus de bottin, même téléphonique. C'est plus difficile. Donc, quand vous appelez au CIUS, là, si vous ne savez pas le numéro à composer pour trouver la personne, là, vous pouvez vous balader pendant un bout de temps sur les systèmes téléphoniques. Les 12 c'est l'astérix. Alors, donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on a souhaité faire, c'est rassembler ça là. Puis, on a des petites sections aussi où on donne des nouvelles de l'avancement des chantiers. Parce qu'on a séparé, donc, le travail à faire pour le développement social intégré en 5 chantiers. Il y en avait un sur le transport qui a, je vais dire ça comme ça, mais qui a abouti, donc le chantier de transport a abouti par la création de la Corporation de mobilité collective
de Charlevoix qui désormais regroupe les deux anciens organismes de transport avec Nancy. Ouais. Donc ça, c'était un des chantiers. Donc ce qui fait en sorte que la réflexion commune de l'ensemble des besoins de ces gens-là qui disaient, nous, en jeunesse, on a tel besoin au niveau du transport en commun. Nous, chez les aînés, c'est un enjeu important. Nous, au niveau de la commission scolaire, le transport collectif, au niveau, exemple, du CECC ou autre, ça peut devenir un enjeu important qui peut nous permettre de faire en sorte qu'on va avoir des inscriptions d'étudiants ou pas. Donc, il y avait des enjeux importants. Alors, ce chantier-là a trouvé sa finalité dans la Corporation de mobilité collective de Charlevoix. Et on va continuer de travailler donc ça, mais la naissance de ça, les fonds nécessaires, l'organisation, donc c'est ce qui a permis le développement social intégré. L'autre chantier, c'est celui sur la sécurité alimentaire, donc qui est apparu comme étant un point important au niveau des organismes sociaux dans Charlevoix, c'est-à-dire qu'il faut assurer la sécurité alimentaire. De quelle façon on peut le faire? De façon concertée. L'autre, c'est l'emploi, le travail, le logement, aussi. Et l'autre, c'est le chantier jeunesse, donc c'est-à-dire le développement de la jeunesse. Alors, c'est 5 grandes thématiques, au lieu d'en avoir 15-20, qu'on s'en va puis on ne sait pas trop. Donc là, l'ensemble des intervenants d'un groupe travaillent ensemble. Et puis, à tous les 6 mois à peu près, il y a une assemblée générale où là, on rencontre des avancées qui ont été faites. Parce qu'effectivement, quand tu arrives dans Charlevoix, tu te rends compte que oui, il n'y a pas une population très dense, 30 000 populations dans tout Charlevoix. Mais je me rends compte qu'il y a énormément d'activités par différents organismes, Centre Femmes, Centre Jeunesse, Forum Jeunesse, en but ça finit plus. Puis les moyens ne sont pas tous les mêmes pour les organismes. Il y a des organismes qui à peine en arrachent pour avoir une direction générale ou une permanence. Il y en a d'autres que ce ne sont que des bénévoles, donc ils n'ont pas nécessairement de site Internet pour faire connaître leurs services. Alors là, cette plateforme-là permet au moins, même s'ils n'ont pas de site Internet, de mettre le descriptif, le numéro pour les rejoindre, le lien vers la page Facebook. Donc, et à partir de ce moment-là, ils peuvent réussir, eux, à véhiculer leurs interventions. Ça doit être un travail de moine pour recruter tout ce beau monde. Oui, mais ce qui est encore plus, et c'est l'objet de ma présence ici aujourd'hui, c'est de maintenir cette mobilisation-là autour du moyen de communication, parce que le roulement au niveau des organismes communautaires est énorme. Donc, à partir de ce moment-là, les gens qu'on a sensibilisés à la présence du site charlevoixsocial.ca il y a de ça 2 ans lors du lancement, dans certains organismes, il n'y a même plus personne qui était là à l'époque où on a fait le lancement. Le nom d'organisme est encore là. Le nom d'organisme est encore là, mais tout le personnel a changé autour. Alors, il faut recontacter ces gens-là, les inviter à mettre leur fiche à jour, à leur expliquer ce qu'est le charlevoixsocial.ca. Alors, c'est ce que l'on fait. Là, dans le moment, on est sur notre bâton de pèlerin et on refait le tour, donc, puisqu'on a lancé à l'automne 2017. Et on a fait un tour dans toutes les municipalités de Charlevoix. On est allé rencontrer les élus municipaux. Les intervenants ils sont là, donc on fait connaître le site, de quelle façon on peut y mettre des activités. Est-ce qu'on a identifié la quantité d'organismes qu'il y a? Y a-t-il un chiffre? Lorsqu'on a ouvert, on était à 110, 115, donc il y en a énormément. Puis dans certaines municipalités, on s'est aperçu qu'il y avait 26, 27 organismes à but non lucratif, là, que ce soit la FEAS avec le cercle des fermières, la FADOC et autres. Donc il y a beaucoup de bénévolat qui se fait dans chacune de nos municipalités, mais souvent, ces groupes-là ne sont même pas connus parce qu'ils communiquent entre eux avec le petit traditionnel pamphlet papier qu'on s'envoie une fois par année avec nos 4 activités. C'est difficile de changer les habitudes. Effectivement, mais tranquillement, pas vite, ça s'en vient. Et puis, il faut être conscient aussi qu'on a à utiliser au niveau des communications tous les moyens qui sont à notre disposition. Lorsqu'on s'adresse à des gens qui ont des difficultés de lecture, on ne peut pas les interpeller par le journal. Non. Donc, il faut les interpeller par d'autres moyens. Alors, la télévision aujourd'hui en est un bon, donc de faire en sorte que des gens aient la chance d'avoir cette information-là par des réseaux différents, bien sûr. La nouvelle génération est sur Facebook, mais la clientèle qu'on dessert en majorité n'est pas nécessairement encore celle qui est connectée sur son téléphone. De plus en plus, mais il y a encore de la place à l'amélioration. Effectivement. Le site, c'est charlevoix.ca. Charlevoixsocial.ca. Okay. Donc, parce que la MRC, les 2 MRC avaient déjà mis sur place un Charlevoix culturel il y a de cela une dizaine d'années, donc qui permettait de faire la promotion des différents événements culturels disponibles dans la région. C'est un site qui est accessible. J'en profite pour faire la publicité dans le moment parce qu'il est encore accessible. Donc, si vous faites des activités en art, culture, danse, spectacle et autres, il y a possibilité donc d'annoncer sur le Charlevoix social. C'est tout à fait gratuit. C'est Annie Vaillancourt, donc de la MRC. Sur le
Charlevoix culturel ou le Charlevoix Le social? Charlevoix culturel. Culturel, Je vous en parle ok. comme ça, parce que il y a moyen de retrouver les deux. Et le Charlevoix social.ca, donc c'est la même chose. Vous pouvez inscrire votre organisme de façon tout à fait gratuite, maintenir votre fiche Genre, à jour. souper spaghetti. Vous pouvez mettre des genre activités, effectivement, genre. les mettre là-dessus. Et ce que l'on fait, donc, comme on est de notre temps aussi, on a une page Facebook au niveau du Charlevoix social. Alors, on partage ces activités-là qui sont mises sur le calendrier. Donc, question de créer une synergie au niveau des communications puis de faire en sorte que... Toi qui es très proche des médias sociaux, c'est ton bébé oui, c'est quasiment? mon bébé aussi, ça, dans le sens où... ça... Il est rendu à 2 ans, il marche, là? Oui, il fonctionne relativement bien. Il fonctionne relativement bien. On a tout près de 800-850 visites par mois. Donc, sur le site, ça veut dire qu'il y a des gens, là, tout près de 200 personnes par semaine qui viennent consulter le site pour trouver des numéros de téléphone, des ressources ou tout simplement avoir accès au calendrier des activités. C'est d'en arriver à un niveau où les gens ont une réflexion, une question. Charlevoixsocial.ca. C'est ça. Culturel, question. Charlevoix C'est ça, culturel, et ainsi c'est de suite. ça, c'est ça. De façon à arrêter d'appeler, je t'appelle la municipalité, écoutez, pouvez-vous m'aider, je cherche telle personne, c'est là que ça se passe. Oui, effectivement. Puis, comme on disait tantôt, les bottins téléphoniques n'existent plus, ou du moins sont peu ou pas distribués. La majorité des gens ont des téléphones ou des appareils mobiles. Alors, ils ont des numéros de téléphone qui n'apparaissent pas nulle part. Alors, rejoindre des fois des intervenants qui sont seuls dans leur milieu sur un cellulaire. Si les intervenants municipaux, les conseillers ne le connaissent pas, c'est extrêmement difficile à trouver. Donc, à partir de ce moment-là, on a regroupé tout ça. Est-ce que ce qui existe ici existe aussi ailleurs? Bien là, ça fait des petits tranquillement parce que le développement social intégré dans la façon dont on le fait, Émilie a eu l'occasion souvent pour la région de Charlevoix d'aller présenter ce qui se fait ici puis les bons coups qu'on a fait. Et le charlevoixsocial.ca donc, est un des outils de communication que nous, on a décidé de mettre en place, tout dépendamment des régions. Des fois, ils avaient déjà des outils, nous, on n'en avait pas. Alors, on l'a mis sur place. Mais il y a d'autres initiatives donc, qui tranquillement fleurissent au niveau des communications là, qui permettent de s'il y a des organismes qui ne savaient même pas que le Charlevoix social ben existe, voilà. mais là, Ben voilà, puis on n'a pas la prétention de dire que tout le monde était là et que tout le monde le sait. C'est du travail de longue haleine, donc tranquillement, pas vite, les gens se joignent. S'il y a des gens qui nous écoutent présentement puis qui ne sont pas sur le charlevoixsocial.ca, allez faire un tour charlevoixsocial.ca dans la rubrique communiquer, vous allez voir mon numéro de téléphone. Si vous ne savez pas comment faire pour vous inscrire ou vous voulez avoir le mot de passe qui a été perdu parce que quelqu'un l'avait écrit sur le babillard puis que le babillard est parti parce que ça fait 3 fois qu'on change de local depuis 2 ans. Ça arrive souvent, là, c'est le genre de choses avec lesquelles... la vie des OBNL. Oui, des OBNL. Donc, à partir de ce moment-là, donc, on est présent sur place puis on est là pour aider les gens à être bien visibles sur ce site. Est-ce qu'il y a un endroit physique que vous êtes dans les MRC? Non, on n'a pas physiquement, on n'a pas de bureau, mais comme je dis, on a 2 agents, donc Jérémy Provencher, que vous allez pouvoir rejoindre du côté de maintenant ce qui est la MDC, donc dans Charlevoix-Est, et Émilie Dufour qui est dans les bureaux donc de la SDLE, du côté de ici à la MRC. des Saint-Paul. OK, Ouais. OK. On redonne les deux. Charlevoixsocial.ca. .ca. Il y a les www avant, mais on les oublie Ouais, aujourd'hui. mais T'écris juste Charlevoix Sinon, Social, ça fonctionne. sinon, facilement, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Alors, vous pouvez faire le chemin inverse. Maintenant, c'est souvent la mode. Donc, allez sur Facebook, charlevoixsocial.ca, puis vous allez avoir le lien C'est la même appellation. vers le site web. Effectivement. Génial. Ben, merci. Bienvenue. Alors, Plaisir. restez avec nous. On va revenir dans quelques instants pour la conclusion de cette émission. Alors, nous sommes de retour, effectivement, pour la conclusion de cette émission. Cette fois-ci, comme à l'habitude, on fait le tour avec nos invités, puis on leur demande un petit coup de cœur sur Charlevoix ou ailleurs. Qu'est-ce qui les a comme motivés ou surpris récemment? On va commencer avec Pierre. Coup de cœur, c'est assez large, mais de ce temps-ci, Charlevoix me prend par le ventre. Oh. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup... J'ai appris un terme, là, 2 ans, de quelqu'un qui m'avait dit, moi, je suis locavore. Alors, qu'est-ce qu'un locavore? Donc, quelqu'un qui
dévore local ou qui mange local, ou qui fait cet effort-là, donc, d'essayer de trouver autour de lui, de façon saisonnière, donc, les aliments qui vont lui permettre de constituer la majorité. Donc, c'est un travail, la personne me disait, c'est extrêmement épuisant. Parce que il y a deux choses là-dedans, donc dans Charlevoix, le local, oui, il est accessible, mais des fois, donc, le traitement qu'on en fait, et étant donné qu'il est destiné à une clientèle touristique et autres, le prix vient varier. Donc, on ne peut pas toujours se permettre de manger local, mais bon, on essaie d'en faire. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai eu l'occasion de travailler avec plein de personnes, d'en côtoyer, parce que quand on commence à s'intéresser un peu à ce qu'il y a autour, ça devient intéressant. En fin de semaine dernière, c'était le Dégusto Musée, donc du musée de Charlevoix. Et là encore, avec Thierry Ferré, le chef qui était là. Puis, mon coup de cœur, Philippe Petrasini, donc le pâtissier qui est installé à la laiterie Charlevoix. Je vous dirais que là, je dévore. C'est un maître. Oui, c'est un maître, un excellent donc, pâtissier avec une longue fiche, longue historique, et puis qui se fait un vilain plaisir donc de venir chatouiller nos papilles avec toutes sortes d'espèces de créations. On est la dent sucrée ou non? Oui. Fait que coup de cœur pour, si vous avez la chance en tout cas, d'essayer les produits de Philippe. Il fait surtout en gros, mais il y a possibilité donc de pouvoir se procurer du matériel. On parle de dessert. On parle de dessert. Gâterie, quoi. Si je peux me permettre, en plus, moi je suis sans gluten, je suis intolérante, et il fait des desserts. Il fait des desserts, oui, effectivement. Wow. Ouais. Puis là, il vient de créer un petit truc, je ne sais pas si je vends le punch, mais en tout cas, je vais le dire, pour y faire de la publicité, qui s'appelle un petit bonbon qui s'appelle le Draveur, qui ressemble un peu, donc, à un Ferrero Rocher. Mais c'est avec des produits locaux, en plus petite quantité un petit peu, mais c'est vraiment extraordinaire. Si vous avez la chance de goûter à ça, à mettre dans votre liste de choses à faire d'ici les prochaines semaines. J'ai l'eau à la bouche. Diane. En urbanisme, on travaille souvent sur des choses qui paraissent pas. T'sais, nous autres, on prépare des projets, tout ça. Puis quand vous les voyez, nous autres, souvent, le gros de notre job est fait, c'est la planification, le design, puis ça, entre autres. Je vais vous parler d'un projet qui va commencer, la construction vers la fin de l'été. Une primeur. Non, tout le monde le sait, je pense qu'on en sait parler, mais il va y avoir une présentation publique du concept. C'est le pavillon du Saint-Laurent. OK. Alors, la Ville de Saint-Paul, depuis une couple d'années, on travaille sur ce concept-là avec des partenaires. Et ce qui est intéressant, c'est que la Ville de Baie-Saint-Paul, on va être la première municipalité au Québec à avoir son centre d'interprétation du Saint-Laurent et de ses affluents. Il n'y en a pas au Québec, on va être les premiers. Alors que si on se promène en Europe, comme en France, il y a les maisons de la Loire, tout ça. Donc, eux autres, pour eux, c'est normal de faire ça, d'être un peu les chiens de garde et d'interpréter tout ça. Puis, ce lieu-là, ça va être dans le secteur du Boisé-du-Quai. Je vous en dis pas trop parce qu'il va y avoir une consultation publique, mais ça va être un endroit qui va être ouvert à toute la population, puis on veut également éduquer, sensibiliser les enfants. On va avoir des événements avec les écoles, tout ça, puis évidemment pour nos visiteurs. Là. Mais ça va être un endroit, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. C'est mon coup de cœur. Puis si je peux me permettre, ex-aequo, la maison mère. La maison mère. Ici, je trouve que c'est un lieu qui est, en tant que citoyenne de la MRC de Charlevoix, je trouve que c'est un lieu qui est inspirant, qui est rallieur, qui donne un coup de main à nos jeunes entrepreneurs, qui crée des liens entre eux. Bref, je trouve que c'est un endroit coup de cœur. Maison mère et pavillon de Saint-Laurent. Puis le quai, lui, est-ce que c'est très éclairé ou peu éclairé? Pas pire. Pas pire. Super. Françoise. Moi, mon coup de cœur, je suis amateur de randonnée, puis évidemment, Charlevoix, pour la randonnée, c'est le paradis sur la terre. J'ai découvert, il venait d'être inauguré, le Sentier de la Marine, qui part là, maintenant du parc de la Seigneurie et qui va jusqu'à Saint-Joseph-de-la-Rive. Ouais. Et quand on fait de la randonnée, on parlait tout à l'heure de la traversée de Charlevoix, on va voir des points de vue. On a des points de vue tout le long du parcours, mais ce qui est particulier, c'est qu'on arrive dans un village. Quand on finit, ou on est à mi-chemin, parce qu'il faut retourner là, après, on arrive dans un village. On prend deux voitures, une en bas, une en haut. Non, on l'a fait aller.
J'ai oublié mes clés dans la voiture d'en haut l'automne dernier. Puis, on fait l'aller-retour. Les là, enfants quand vont même. trouver ça drôle. Et donc, d'arriver dans un village, puis d'avoir accès là, au Le fleuve, Saint-Jean-à-côté, le musée exactement, maritime. et la boulangerie, là, Ouais. Ouais. j'oublie le nom, là, aux éboulements, là. Comment aussi, j'oublie le nom des. Donc, J'ai des un sucreries, blanc mémoire, là, mon Les ouais. Dieu, sucreries là. aussi, Ouais. exactement. Oui, c'est ça. Donc, c'est intéressant comme mise en valeur là, du paysage boisé, mais aussi du paysage C'est une belle villageois. ramification. Oui, effectivement. c'est très, très rare qu'on Ouais. voit ça. Et ils avaient d'ailleurs gagné un prix paysage il y a 2 ans. Là, on est dans une nouvelle édition, un prix paysage. Et même sans les points de vue, la forêt est tellement belle à cet Ouais. endroit-là. C'est une Les forêt arbres marine, sont hein? les C'est- arbres sont magnifiques. Étant donné qu'on a beaucoup de hauteur, le sol est dégagé, on peut se promener. En combien de temps à peu près, aller-retour? Ben, c'est 4 km linéaires, donc ça fait 8. Ça Comme dépend de la forme des gens. Ouais. Ouais, c'est ouais, c'est ça. Ouais. Le nombre d'arrêts qu'on fait, les petites pauses. Ben aussi. voilà, il faut y aller Mais c'est tranquillement. très agréable. Ben, merci beaucoup. Alors, ben, merci à vous, votre présence sur ce plateau. Merci. On aura sûrement l'occasion de rejaser des paysages, des ciels étoilés, De tout ça. du Charlevoix social convaincu. Et de tout Mesdames et autre messieurs, projet. ça termine notre émission. Alors, je vous donne rendez-vous pour une prochaine à très bientôt sur les ondes de TPCO. Merci, au revoir, à très bientôt.